Vous écoutez Radio Centre-Ville, le 102.3 FM à Montréal. C'est l'émission, le magazine Nos Nouvelles qui entre chez vous. On est le mardi 17 avril. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Numa et bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin encore pour une nouvelle édition de Nos Nouvelles. Voilà. Et on rappelle qu'on est sur Facebook pour ceux qui nous suivent à la maison. Et on sera en différé sur WhatsApp, sur YouTube également, comme à chaque émission d'ailleurs. Hein. Et c'est l'émission, le magazine Nos Nouvelles qui entre chez vous ce matin. Et on aura dans l'actualité, on va parler de Lucie. Hein. Oui. Est-ce qu'elle a été déportée ou non? C'est la grande question qu'on se pose. Là, selon Solidarité sans frontières, oui. Mais Intexto avait contacté l'Agence des services frontaliers du Canada qui refuse d'infirmer ou de confirmer la nouvelle, Jean-Étienne. C'est très sensible cette information-là, on va faire le tour tout à l'heure. Ouais. Et on va parler aussi de plusieurs autres petits sujets liés à l'immigration et puis on aura François Jean-Denis qui va commenter ou compléter ces informations avec nous. On parlera de demandeurs d'asile. Hier, le ministre québécois de l'immigration a rencontré la presse pour justement dire à tout le monde et surtout dire à Ottawa que le Québec est saturé, qu'il faudra vraiment faire quelque chose, gérer mieux l'arrivée des demandeurs d'asile. Et ça commence à arriver là. Et ça, c'est la grande nouvelle définitivement parce que ça ne va pas arrêter si Québec et Ottawa commencent à se donner la responsabilité. Il faut s'attendre à voir des choses. Et puis sur le plan de l'immigration aussi, Ottawa a mis fin cette semaine à une pratique vieille de 40 ans qui était d'interdire des personnes handicapées à l'immigration. Mettons que si vous étiez handicapé, vous êtes en Haïti, vous voulez immigrer ici, vous avez toute la compétence pour la formation et tout, mais vous êtes handicapé, ben non, vous serez rejeté. Donc, Ottawa veut mettre fin à cette pratique vieille de 40 ans. On va vous parler de ça aussi. Et en Haïti, on va parler de quoi? Encore une fois, sécurité. Plusieurs informations. Définitivement, il va falloir qu'on fasse un tour un peu de la sécurité. Il y a Marion-André Sol, l'ancien directeur de la police, l'ancien chef de la police nationale, qui a donné ses points de vue par rapport à la situation générale en Haïti. On va parler toujours de la sécurité avec le ministre de la Défense, monsieur. Il était où, lui? Il s'est rendu au Mexique pour rencontrer les autorités mexicaines par rapport à une éventuelle collaboration avec les autorités pour l'armée d'Haïti en termes de formation. Tout ça, parce que les États-Unis, les bailleurs de fonds habituels refusent de financer ce projet-là. C'était prévisible définitivement et on va faire ça. C'est comme quand ça ne fonctionnait pas avec les Américains. Le Nord, les dictateurs se tournaient vers l'Est. Oui, c'est ça l'affaire. Mesdames et messieurs, restez à l'écoute. On vous revient tout de suite pour le développement de ces informations et le commentaire à la fin de l'émission. Voilà. Encore une fois, bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue au magazine Nos Nouvelles, apporté par Intexto sur les ondes de Radio Centre-Ville, le 102.3 FM. On est le mardi 17 avril 2017. Nous sommes en direct également sur Facebook actuellement, pour ceux qui nous suivent. Et on entre d'emblée dans les informations, dans l'actualité, justement, pour vous parler de cette question de Lucie. Pour vous parler de Lucie. Lucie, en fait, de son vrai nom, Lucie Granados, qui a été déportée, selon toute vraisemblance, le 13 avril dernier. Ça, c'est Solidarité sans frontières, qui est un groupe de pression qui l'a confirmé dans un communiqué. Un groupe de pression qui lutte en faveur de l'ouverture des frontières de manière générale pour les immigrants.
et qui affirme que Lucie a été déportée le 13 avril dernier et qui raconte comment ça s'est passé. Selon Solidarité sans frontières, c'était un kidnapping. Ce qu'ils ont... alors, d'après Solidarité sans frontières, qui cite Lucie, elle dit « C'est un kidnapping, ce qu'ils ont fait avec moi. Personne ne m'a vu partir à l'aéroport. Personne n'a vérifié mon passeport. C'était injuste. » C'est ce qu'aurait déclaré Lucie. Lucie, selon Solidarité sans frontières. Alors là, on a appelé à l'Agence des services frontaliers du Canada. On a causé à une porte-parole, Jacqueline Roby, pour lui poser la question, à savoir, est-ce que Madame Granados a été effectivement déportée ou pas? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Écoutez les réponses de Jacqueline Roby, porte-parole de la SFC. La SFC ne peut pas confirmer ni infirmer les renvois. Je suis désolée. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire, en fait? Qu'est-ce qui est public actuellement dans ce dossier? Rien. Ce qui est public, c'est ce qui a été dit devant la commission d'immigration du statut de réfugié à la section d'immigration quand il y a eu une révision de détention. Donc, vous pouvez obtenir les transcripts de ces audiences, où il y a énormément de détails qui ont été donnés parce que c'est donné par un tribunal et que c'est public. À ce moment-là, vous pouvez voir avec le tribunal ce qui est public en appelant le bureau des communications de la CISR, de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Je pourrais vous donner les coordonnées. J'ai reçu un communiqué, par exemple, de Solidarité sans frontières ce matin qui confirme que Madame a été expulsée et vous ne pouvez pas me confirmer ça. Non, je suis désolée. Ça fait partie du dossier d'immigration d'une personne. Et ça, ce n'est pas c'est pas public. C'est comme le dossier de revenu, votre dossier à vous ou à moi à Revenu Canada. Si quelqu'un appelle et demande ce que M. Jean-Numa Goudou a mis dans son rapport d'impôt, les fonctionnaires de Revenu Canada vont pas le dire aux journalistes. Mais le dossier d'immigration, c'est pareil. Voilà, Jacqueline Roby, porte-parole de l'Agence des services frontaliers du Canada. Et on attend aussi certains éléments d'information concernant les demandeurs d'asile, de manière générale, en majorité haïtiens, qui sont arrivés depuis l'an dernier à Jean-Étienne, parce qu'il est bruit actuellement que parmi les premières arrivées en 2017, il y en a qu'on commencerait à expulser vers leur pays d'origine. On a posé la question aussi à Mme Roby, qui est en train de chercher des informations. On devrait avoir une réponse par courriel au courant de la journée. Et lorsqu'on aura ce courriel-là, demain matin, on va partager avec on va partager les éléments d'information avec vous à ce sujet. Justement, restons dans la même veine pour parler de demandeurs d'asile. Le ministre québécois de l'immigration, David Hurtel, a rencontré la presse hier matin pour dire que Québec sera bientôt saturé. Alors qu'une nouvelle vague de demandeurs d'asile commence à se déferler sur le Canada, Québec tire la sonnette d'alarme quant à sa capacité d'accueillir ces gens qui veulent éviter une déportation par les États-Unis vers leur pays d'origine. David Hurtel, le ministre québécois de l'immigration, appelle Ottawa à prendre en charge des demandeurs d'asile entrant de façon irrégulière lorsque le taux d'occupation dans ces sites atteindra 85%. Donc, à compter du 24 avril, Jean-Étienne, c'est ce que note le gouvernement québécois, 1850 places quotidiennes en hébergement temporaire à Montréal seront disponibles pour les personnes ayant déposé une demande d'asile au Canada et se trouvant au Québec. Alors, parlons de chiffres maintenant. Selon les données du gouvernement fédéral, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, le Québec a reçu 24 980 demandeurs d'asile, soit une augmentation de 700%, imaginez. C'est énorme. Hein? Oui, en comparaison aux années précédentes. Les données indiquent également que 50,2%, un tout petit peu plus que la moitié en tout cas, des demandes d'asile reçues en 2017 à travers le Canada l'ont été au Québec. Et en majorité, ces gens-là s'installent ici à Montréal-Nord, d'où nous émettons sur les ondes de Radio Centre-Ville. Alors, il y avait d'autres ministres qui étaient là
lors de la conférence de presse. Voici ce qu'ils ont dit. D'abord, Jean-Marc Fournier, ministre responsable des relations canadiennes et de la francophonie canadienne, il a dit « Aujourd'hui, nous informons le gouvernement fédéral des capacités limitées que nous avons quant à la prise en charge de ces personnes franchissant la frontière canadienne. L'accueil des demandeurs d'asile irréguliers doit être un effort partagé par l'ensemble du Canada. » Et le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui arrivent également, Jean-Étienne, avec leurs parents demandeurs d'asile. Ce que le ministre québécois de l'Immigration a dit, c'est que l'effet de l'arrivée massive de demandeurs d'asile dans la grande région de Montréal vient inévitablement accentuer les situations déjà problématiques de manque d'espace et rend la situation dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire préoccupante en matière de capacité d'accueil du réseau scolaire québécois. Voilà. Donc, déjà, on comprend qu'il se renvoie un peu la responsabilité alors que les demandeurs d'asile continuent à arriver. Ouais. Là, beaucoup de questions se posent. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va gérer tout ça? C'est une chicane entre paliers de gouvernement sur la question des demandeurs d'asile. Ils ne sont pas sortis du bois, surtout ceux qui se proposent de rentrer de manière irrégulière au Canada, ne savent pas ce qui leur attend. Pour justement parler d'immigration rapidement, mettre un terme à ça avant de passer à François, éventuellement, Ottawa a l'intention de mettre fin à une vieille pratique de 40 ans qui était d'interdire des personnes handicapées à l'immigration. Et selon cette politique, des candidats à l'immigration pouvaient être jugés interdits de territoire pour motifs sanitaires en fonction de critères qui ne correspondaient plus à la façon d'envisager les personnes handicapées au 21e siècle. Normalement, la plupart des personnes touchées seraient admises dans la catégorie de l'immigration économique car leurs compétences peuvent profiter à l'économie canadienne. Et il faut dire, chaque année, Jean-Étienne, près de 1000 candidats à la résidence permanente et temporaire faisaient l'objet, en tout cas, d'un constat d'interdiction de territoire pour motifs sanitaires. Et il s'agissait de 0,2% des candidats qui se soumettent à un examen médical, en fait. En 2015, les économies réalisées par les provinces et les territoires grâce à la politique sur l'interdiction de territoire pour motifs sanitaires ne représentaient que 0,1% de toutes les dépenses en santé au Canada. Wow. Donc, cela veut dire que quelqu'un qui qui est handicapé mais qui a des compétences par ailleurs pour travailler, ne représentait pas plus une charge pour le système de santé canadien. Mais malgré tout, depuis 40 ans, ces gens-là étaient interdits. Donc, Ottawa veut mettre fin à cette... Et ça, c'est des choses qu'on ne pourrait pas imaginer pour un pays comme le Canada puisse systématiquement rejeter... bon, là, on n'est pas au niveau du commentaire. On laisserait ça pour plus tard. Pour les commentaires, on est dans les faux. Tout à fait. Et là, on va essayer d'aller rejoindre François, Jean-Denis. Oui. Mais avant d'aller joindre François, ce serait mieux de faire une petite pause. Qu'est-ce que tu penses? On peut le prendre tout de suite. On fait une pause. On fait une pause pub et on vous revient tout de suite pour la suite des choses. Un événement évangélique gigantesque s'en vient à Montréal. Les femmes de la mission apostolique des Assemblées des Saints organisent une semaine de réveil et 3 jours de conférences sous le thème « Le rôle de la femme au sein de l'Église » du jeudi 19 au lundi 30 avril 2018 inclusivement. Chrétiens, fidèles, frères et sœurs, bien-aimés serviteurs de l'Éternel, en foule, venez au 8350 du boulevard Saint-Michel voir et entendre pour la première fois à Montréal le couple prophète-prophétesse Abraham S. et Youdline Madette. Séance de guérison, de délivrance, soirée d'adoration, de louange, dans la présence de Dieu pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Information 514-679-89-32. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence.
Cosmética Multi I42 90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique Multi. La beauté à petit prix, ça marche. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Tout sur l'immigration. Tout avec François Jean-Denis. Allô, François? Oui. Oui. Bonjour, Jean-Denis. Attendez, François, est-ce qu'il est là? Il est là, apparemment on a un petit souci technique. Oui, François? Allô? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, on vous on entend absolument bien. Oui, c'est ça. Alors, je salue les auditrices, je salue les auditeurs, et puis je sais aussi que vous êtes sur Facebook, WhatsApp. Alors, je vous ai écouté ce matin les nouvelles que vous avez données. Oui. Alors, je voudrais apporter quelques précisions. Justement, on l'avait annoncé d'ailleurs que c'est toi l'expert, notre spécialiste en immigration allait nous préciser tout ça. Nous avons fait ça. Oui, alors d'abord, pour Madame Lucie Granados. Oui. Ok, son avocat a confirmé qu'elle est partie. Et dans le reportage avec l'agente du service frontalier, elle vous a dit qu'elle ne peut pas confirmer ou infirmer. Alors, c'est une information qui a été très sensible parce que le jour du départ, Solidarité sans frontières s'est présentée au centre de détention à Laval et voulait bloquer l'accès de madame. On ne voulait pas que madame quitte. Oui. Ok. Alors, à ce moment-là, on a pris des dispositions, mais son avocat a confirmé. C'est sûr qu'on ne va pas dire ça pour peut-être faire porter les gens à être plus en colère, mais elle est partie et ça a été confirmé. Mais vous n'allez pas entendre l'agence de service frontalier vous dire qu'elle est partie. Vous confirmez ça, on comprend absolument. Oui, parce que c'est une information très sensible. Pour les autres cas, ça pourrait se faire, mais ce cas-là a été trop médiatisé. Oui, alors, on ne veut pas attirer mettre les potes sur le feu. Oui. Bon, ça c'est une première précision. Deuxième précision, pour le ministre de l'Immigration du Québec et pour tout ce qui s'est fait hier, alors c'est sûr que ça participe à une stratégie libérale qui doit régler les problèmes avant les élections. Ok? Et ça c'est une première chose. Mais en même temps, les gens pensent que on a mis fin au programme et on a fermé la frontière. Moi, j'ai reçu pas mal d'appels et d'Haïti et des États-Unis, des gens qui pensent qu'avec cette annonce, on a fermé la frontière. Alors que cette annonce parle uniquement des centres d'accueil. Ça veut dire que les centres d'accueil qui seront saturés, et si c'est le cas, comme on a vu par exemple à l'été, ça veut dire que les gens pourront aller. Il y en a qui ont été à Cornwall, il y en a qui ont été à Ottawa. Ça veut dire que si Québec n'est pas en mesure de recevoir les gens, et on parle des gens qui n'ont pas de parents à Montréal, ça veut dire des gens qui n'ont pas, et qui doivent aller dans les centres comme YMCA et tout ça. Alors, si jamais Québec n'a plus de place, à ce moment-là, on va directement les mettre soit à Cornwall, soit à Ottawa, ou bien ailleurs, mais c'est pas la frontière qui est fermée. Okay? Ça, c'est important. Troisième précision pour la question du médical, ce que Immigration Canada a annoncé hier. Alors, ça ne concerne pas uniquement les handicapés. Ça concerne, et on parle de fardeau excessif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, si quelqu'un est en Haïti, il veut venir au Canada. Il est atteint du sida, par exemple. Alors, on constate que les coûts pour les soins qu'il doit recevoir en médicaments dépassent le seuil.
Parce que autrefois, c'était à $6,550. Et l'annonce, ce qui est intéressant dans cette annonce du ministre, on passe de 6,500 à $20,000. Ça, c'est une très bonne chose. Oui, on a augmenté le seuil de dépenses possibles. Oui. De 6,500, on est passé à 20,000. Et ça ne concerne pas uniquement les handicapés, ça concerne toutes les personnes qui font une demande et qui seraient visées, par exemple, par le fardeau excessif. Donc, François, oui. Donc même pour une personne atteinte du sida actuellement, cette personne-là serait admissible maintenant? Non, ça dépend des coûts. Si ça dépasse 20,000, elle ne sera pas admissible. Ok, ça veut dire qu'on est passé de 6,500 à 20,000. C'est beaucoup et c'est une très bonne chose. Parce que avant, moi, j'avais des clients qui étaient refusés parce que les dépenses étaient autour de $12,000. Ouais, mais ces gens-là avaient quoi comme problème? Soit le sida, soit la tuberculose. Parce que ici, la tuberculose, on ne peut pas la soigner facilement. C'est quelque chose qu'on a éradiqué depuis longtemps. Ouais. Il y a des maladies tropicales qui posent problème. Alors, ça veut dire qu'on a vu des cas. Et prenons le cas, prenons un exemple, Jean-Thomas. Si, par exemple, vous parrainez votre père et votre mère est malade, à ce moment-là, votre père ne va pas venir au Canada. Si votre mère vous pose un fardeau excessif, les deux vont rester. Alors, ça a des conséquences graves sur le système d'immigration. Alors, lorsque le ministre a augmenté le seuil de 6,500 à 20,000, c'est une très bonne chose. Ça concerne également les handicapés. C'est sûr que les personnes qui ont des handicaps physiques et tout ça, alors c'est sûr qu'ils vont bénéficier, mais ça concerne aussi des personnes qui font des demandes d'immigration, mais dont l'état de santé nécessite plus de soins qu'un résident permanent ou qu'un citoyen canadien. Parfait. Est-ce que c'était la dernière précision? Il y a d'autres informations à partager avec nos auditeurs, François? Non, je voulais, parce que effectivement, il y avait ces trois informations que vous avez données, et il y avait ces deux, alors, mais vous les avez données, c'est bien. Maintenant, pour les précisions, surtout pour les gens qui pensent que la frontière est fermée, c'est pas vrai. La frontière ne sera jamais fermée, elle ne sera jamais ouverte, entre guillemets. Ça veut dire que si on a besoin de passer à la frontière, on pourra toujours passer. Alors, de toute façon, c'est que... Ça dépendra du régime politique, François. Ne sera jamais fermé. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la frontière, c'est un moyen pour passer pour sortir d'un pays à un autre. Et puis, peut-être qu'on aura des exigences pour certains groupes, certaines catégories qui voudraient rentrer. Voilà. Parce qu'en tout temps, les gens qui ont une demande à faire, si c'est effectivement bien motivé, tout ça, ça peut se faire, mais j'ai été étonné de voir combien de personnes en Haïti suivent cette information-là et m'appellent pour me poser des questions là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, François Jean-Denis. Je rappelle que vous dirigez la firme spécialisée en immigration, Vision Max Service. Merci de ces précisions et à demain, François. On a dépassé merci. Ok, bonne journée. On a même dépassé les 5 minutes, François. C'était important. Oui, il y avait des précisions à apporter. Oui. Ok. Je suis en mesure de dire qu'actuellement, Haïti est un pays sécuritaire. Mes amis, je me saisis comme ça. Nous avons aujourd'hui à Premier ministre pas ni peur, pas ni crainte, et pas même respecter la population où elle campe aujourd'hui. Pour les premières fois, Haïti en sécurité comme ça. Ah ben ça c'était la semaine dernière. Jacques-Guy Lafontaine, le Premier ministre haïtien qui était au Parlement, il était convoqué par la Commission Justice et Sécurité du Sénat
pour s'expliquer, donner, partager des informations avec les parlementaires sur la situation sécuritaire en Haïti. Et là, il a dit, il est allé par comparaison avec la Jamaïque et d'autres pays de la région pour dire que Haïti, c'est un pays sécuritaire. Il y a eu beaucoup de réactions, notamment celle d'Antonio Cherami, sénateur de l'Ouest, que vous venez d'entendre tout de suite après lui. Et il y a eu aussi Jean-Renal Senatus, qui est le président de la commission Justice et Sécurité, qui disait que non et qui avait l'air de dire qu'il y avait, sous le régime de Martelly, 150 Galil qui étaient rentrés en Haïti et on n'a aucune trace de ces armes de guerre. Là, ce matin, on vous apporte une autre point de vue, Jean-Étienne. D'un spécialiste. Et pas des moindres. D'un spécialiste. Il a fait l'armée. Et il dirigeait la police nationale d'Haïti aussi. Au moins deux mandats, je me rappelle bien. Il s'agit de Mario André-Sol, qui connaît bien le fonctionnement des gangs, qui explique les ramifications. Il affirme, Mario André-Sol, que à chaque régime politique, ces gangs-là ont des ramifications avec des partis politiques ou des dirigeants politiques. Écoutons un reportage d'un journaliste de Radio Vision 2000, Diego Charles. Contrairement à ce qu'a déclaré la semaine dernière le Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine, Mario André-Sol explique clairement, exemple à l'appui, que le pays connaît actuellement un problème grave d'insécurité, ce qu'il ne faut pas confondre, précise-t-il, avec la grande criminalité. Selon lui, ça n'a pas toujours été ainsi dans les quartiers populaires. L'ancien patron de la PNH raconte que tout a commencé dans les années 90 lorsque les partis et leaders politiques avaient jugé nécessaire d'armer leurs représentants dans ces zones afin qu'ils puissent y pénétrer avec plus de facilité. Cela allait donner naissance à des gangs très dangereux et depuis, l'insécurité a pris des proportions démesurées, explique l'ex-commandant en chef de la police nationale. Je dis à qui chef de gang longtemps, c'est les têtes de poing, il y a des gens qui pouvoir, depuis facile pour qu'on y là, pour entreprendre une série d'activités. L'MT là, nous avons arrêté principalement bandits, et net qui là, on va connaître, ils ont grandi, son factory qui a bandits, parce que constructurel ça, nous pas tenu compte de l'extrême pauvreté avec grande inégalité sociale, non seulement polariser la sociale, mais que sont des quartiers pauvres de tout, mais espace naturellement qui portait vers la criminalité. Cette situation découle également de plusieurs causes conjoncturelles qui confortent les chefs de gang et favorisent la recrudescence de l'insécurité constatée ces derniers jours à la capitale. Mario André-Sol cite notamment la corruption au niveau de la justice et ce qu'il appelle la criminalisation des activités politiques dans le pays. Une cause occasionnelle l'insécurité, c'est la criminalisation de la politique. Les coups, on est qui ont contact avec gang, qui arrivent sous pouvoir, ou bien qui renforcer gang, ou bien réactiver cellules gang, et on va vendre des qui bandits, et puis tout le qui est sécurité, ou c'est des qui élu. Et lorsqu'ils sont arrivés à arrêter le coup, non, qu'à côté que le coup est là, il y a la gueule au niveau de la justice. Les faiblesses de nos institutions ont aussi contribué en majeure partie à la détérioration de la situation sécuritaire du pays, analyse Mario André-Sol, qui pointe du doigt plusieurs ministères. Il a touché comme dans mes chauffeurs, et c'est avec comme ça qu'on y a acheté des âmes. Mais on a acheté, on fait c'est très souvent, on a prêté machin comme tout pour faire commerce, parce que l'État, pas pour responsabilité, le ministère intérieur concerné, ministère affaires sociales, ministère de femmes concerné, parce qu'il y a une réforme en haut, ministère environnement concerné. La police nationale a certainement son rôle à jouer pour faire face à cette situation. Si André-Sol en appelle au renforcement de la présence de cette institution dans les zones réputées chaudes, il se dit conscient des difficultés que pose la configuration géographique de ces quartiers. Dans le niveau de la police, il faut qu'ils regardent des tactiques. Nous ne pouvons pas voir la police à la boucherie, non? Non, mais nous ne pouvons pas voir la boucherie. Déficit tactique PNH là, qui empêche que le président facilite ça tout. Donc prévention parfaite qui vient de la police, c'est tout à fait répression. Les efforts de la PNH pour combattre l'insécurité ne seront pas efficaces sans l'engagement concret des institutions républicaines, croit l'ex-DG de la PNH. C'est pour cela que l'ancien candidat à la présidence demande aux trois pouvoirs constitués de l'État d'assumer leurs responsabilités respectives dans ce dossier. C'est pas si par la police, ça, c'est la prévention, oui. Il y a des mesures pénales qui assurent par le juge, et il y a des mesures politiques qui consacrent par le gouvernement, et des mesures législatives tout qui dépendent du Parlement. Mario André-Sol rejette la thèse selon laquelle certains politiques seraient à l'origine de la remontée de l'insécurité au niveau de la 3e circonscription de Port-au-Prince. Il s'agit de préférence d'une guerre entre gangs rivaux pour le contrôle de la zone, souligne-t-il, faisant remarquer que la résolution de ce problème passe nécessairement par des décisions politiques. Toutefois, Mario André-Sol remet en question la légitimité populaire des décideurs.
Voilà, tout est dit dans ce reportage. Là, on va même pas faire de commentaires. On peut comprendre, c'est un expert, comme on l'a expliqué. Tu dois ronger tes freins, Jean-Étienne, pour les commentaires. Oui, ronge tes freins. Ronge tes freins. T'as raison. Ben, on va rester dans la même veine. Cette fois, on va parler de l'armée. Oui. De l'armée haïtienne. Oui. Vous savez, le ministre de la Défense qui s'occupe officiellement, légalement de l'armée s'est rendu au Mexique. Question de chercher... François faisait ça, pas Jean-Denis, là. L'autre François, quand le Nord faisait défaut, il menaçait de se tourner vers l'Est. Ben oui, c'est comme ça. Les États-Unis et la France, les bailleurs de fonds habituels, ne veulent pas financer ce projet. Cette idée de retour de l'armée d'Haïti. C'était clair. Est-ce que l'actuel régime est en train de regarder ailleurs? C'est ça, définitivement. Et pour ça, Hervé Denis s'est rendu au Mexique la semaine dernière. Il dresse un bilan, un tableau vraiment positif de ses rencontres avec les autorités de l'armée mexicaine. Il fait aussi état des réalités semblables par rapport au risque sismique, par exemple. Oui. Et selon lui, il a de bonnes garanties qu'il y aura une certaine collaboration, que ce soit pour la formation et autres pour l'armée haïtienne. Ouais. On va écouter le ministre sur cette question. Vraiment, c'était l'objet principal de notre visite. Nous avons demandé le Mexique, qui a une très grande expérience. Son pays tout le temps là qui a tremblé en question de catastrophes naturelles. Donc, ils ont une très grande expérience. Ils ont une armée qui a un très haut niveau de professionnalisme. Et chose à souligner aussi dans l'histoire du Mexique, dans de l'armée mexicaine, t'es rentré dans aucune bagaille, tentative de sédition et autres. Le Mexique, il y a une institution militaire là, qui aurait des détresses. C'est une institution qui pille que population pyrénées. Donc autant vous dire que grand pile bagaille qui fait que nous avons cherché type de coopération ça avec Mexique parce que nous avons pile bagaille nous capables prendre de eux. Donc et là nous t'avons le ministre là, enfin la secrétaire défense là, ont très grande disposition, d'autant plus que le gouvernement ça a en place là au Mexique, il va aller bientôt. Le Mexique a un système terme régulier que le gouvernement a changé, donc tout le gouvernement a changé et les mêmes les manifestent le désir que nous accélérer et négociations pour qu'au moins nous sommes capables de signer un accord et de coopération en génie militaire. Voilà, Hervé Denis, ministre haïtien de la Défense qui était au Mexique, Jean-Étienne. Oui. Et là-dessus, il faut dire que c'est pas la première fois que pour l'armée haïtienne, on demande de l'aide. On sait que l'Équateur, c'est l'un des premiers pays qui a donné son support d'une façon ou d'une autre à l'armée. Il y avait beaucoup de commissaires de police lors de la naissance, enfin, presque après la naissance de la police nationale, qui ont été formés en Équateur. Oui. Enfin, c'est des jeunes cadets des jeunes militaires qui venaient de sortir de l'académie. La dernière promotion de l'armée d'Haïti, ils ont été formés en Équateur. Mais Guy Philippe, je crois, est passé là-bas. Oui, ça c'est vrai aussi, ça c'est vrai. Il y avait un autre commissaire de Delma qui faisait beaucoup parler de lui, No. Je ne me souviens pas de son prénom, son nom, mais c'est No. Qui était en Équateur aussi, et plein d'autres qui sont toujours au sein de la police nationale d'Haïti. Et parlant de sécurité, toujours, samedi dernier, ça faisait un mois depuis la disparition du photojournaliste Vladimir Le Gagneur, qui a été à Grand Ravine, Martis en Grand Ravine, réaliser un reportage photo là-bas, et il n'est jamais revenu. Samedi dernier, ça faisait un mois. Et là, la commission Justice et Sécurité de la Chambre des députés lance une convocation au CSPN, le Conseil supérieur de la police nationale, autour de cette question, mais autour de la situation sécuritaire de manière générale. Oui. On va écouter Jean-Marie Florestal à ce sujet. Pourquoi il y a une explication claire qui baille sur raison de disparition du journaliste? C'est vrai, la police promet la mettre rapport à dehors. Mais jusqu'on a rapport même, on ébauche de rapport ça, qui sortit pour dire, est-ce que le journaliste a est-ce que l'envie, ou bien est-ce que le journaliste a lui fait objet d'otage, ou bien est-ce que désormais nous sommes capables de dire, c'est un monde qui passait de vie à trépas. Jusqu'on est là pour qu'on ait un dit, mais seulement nous étions en attente de rapport là. Et parce que dans la convocation, on n'a pas fait à Conseil supérieur de la police nationale là, ça peut faire partie de menu en tout. Et pour question et monde qui pas capable de vaquer convenablement à l'activité, de monde que bandit a simer la terreur sur eux, que ce soit du côté du portail de l'organe, que ce soit du côté de Gredavine ou n'importe quel autre quartier dans la capitale là, nous-mêmes, Conseil police nationale là, a pas gagné pour dire nous,
qui disposition bien rapide la pour prendre pour capable freiner et vague insécurité ça cap souffler au capital là. Voilà. Convocation donc du CSPN autour de la disparition du photojournaliste Vladimir Le Gagneur. Je vous rappelle que ça fait plus d'un mois, samedi dernier, ça faisait un mois déjà depuis sa disparition. Et hier, Jean-Étienne, ça a chauffé chez toi. Oui, chez moi, je suis. Au Gonaïve. Je suis de Saint-Marc, mais pour moi, il n'y a pas de différence. C'est le bazar Thibonite, ça. C'est le haut. Gonaïve, c'est le haut à Thibonite. Oh, ça a chauffé. OK. Ouais. 2 blessés par balle. Oui. Des balles perdues. Des jeunes qui venaient d'un match de foot, qui s'amusaient et qui ont croisé des manifestants et la police du même souffle. Et voilà, 2 blessés par balle. Des enfants ont été incommodés. Beaucoup d'enfants ont été incommodés à la suite de cette situation. Avant de venir, la police a fait justement, usage de gaz on va revenir sur ça. Mais d'abord, on va écouter les blessés que Merjena, c'est un ami au Gonaïve, on a collaboré ensemble. Qui a recueilli les informations pour libérer un animateur de radio, mais en même temps qui aurait cambriolé un camion. Il s'appelle Ernest Sénéus, c'est ça? Oui, c'est ça l'info. Mais là, bon, je ne vais pas trop rester sur les détails des causes qui l'ont emmené aux détentions. On va laisser ça un peu pour la justice. Mais la réalité, c'est que comme animateur de radio, que ça soit vrai ou faux, on l'accuse de diffamation aussi. Oui, on l'accuse de diffamation. Diffamation ou pas, quand tu es animateur de radio comme Jean Numa ou comme Jean-Étienne, tu as quand même des gens qui t'aiment et qui souhaitent faire, souhaitent prendre la web pour toi. Il y a des gens qui t'aiment, d'accord. Ben oui, c'est comme ça l'affaire. Okay. Donc là, on va écouter les 2 victimes que Merjena Exalus a pu rencontrer à l'hôpital rapidement et écoutons leur explication. C'est pas de ma soupe dans ma chère matin, pour manifestation, pour de ma passer la police a tiré, on prend balle là dans 200 qui m'a dans manifestation. C'est ici on me là demi matin, on coucher là, on avec douleur, c'est pas la machine c'est ici. Et boule d'absolu, bon ça m'a bon menti, mais boule d'absolu dans ma vie de manifestation, mais tout on a courir, on m'a racampé, on a mon bail nous bon côté beau. On garde me passer même bon côté me ça me tomber sous face. Il n'y a pas que ces 2 jeunes que tu l'as écouté, Jean Numa, il y a aussi les femmes de la zone qui ont été un peu saccagées par le lancement des gaz. En tout cas, ça a chauffé hier au définitivement, Gonaïve, c'est ça qu'il faut noter. Oui, on va écouter les femmes de Raboto qui elles aussi ont été quelque part, je ne peux pas dire victimes, mais touchées par cette situation. Combat tout en bébé là. Moi-même, pas de bagaille, mon dans le ensemble avec petite moi. Il voit qu'il a un gaz, envahissement avec des minutes, mais toujours nous net, crassé, non tombé. Il y a la couille, elle a fait petit bouillon dans cette là pour moi. C'est vide de l'eau ici, là-bas qui cause moi-même, on vient choper. Si mon tout petit bébé à lui-même, qui gagne moi, et puis tout là, il mange, ensemble avec gaz là. L'autre langue qui gagne 330, on mettre la baille flim, à courir ensemble avec. Même pas de bagaille, mon faut que moi, il se met à connaître tout, pour y avoir des pitié, des bébé, c'est moi-même pas comme n'a pas bagaille, pas comme ça bagaille ça. Situation difficile. Mesdames et messieurs, on va marquer une courte pause. On vous revient tout de suite après pour la suite de cette programmation. Un événement évangélique gigantesque s'en vient à Montréal. Les femmes de la mission apostolique des Assemblées des Saints organisent une semaine de réveil et 3 jours de conférences sous le thème « Le rôle de la femme au sein de l'Église » du jeudi 19 au lundi 30 avril 2018 inclusivement. Chrétiens, fidèles, frères et sœurs, bien-aimés serviteurs de l'Éternel, en foule, venez au 8350 du boulevard Saint-Michel voir et entendre pour la première fois à Montréal le groupe prophétesse Abraham S. et Yudlin Madet. Séance de guérison, de délivrance, soirée d'adoration, de louange, dans la présence de Dieu pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Information 514 679 89 32. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 549. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler le dossier immigration au Canada pour te
économie bout de chandelle, ou à vin plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli, ou même qui te voulait ça m'te parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 80. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. InTexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, intexto.ca, sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Voilà, mesdames et messieurs, on revient pour la dernière ligne droite de cette émission. Jean-Numa, on va commenter quoi ce matin? On parlera d'immigration, de comment ça se passe de manière générale avec ceux qui ont reçu des avis de déportation. Ouais. Et puis, on parlera côté Haïti de sécurité. Mario André Sall, c'est quand même une voix assez légitime pour analyser la situation sécuritaire. Il connaît cette question pour avoir été chef de la police pendant de plusieurs années. Et on revient tout de suite pour les commentaires. Là. Oui. Encore une fois, merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs. On est là pour les commentaires. Jean-Numa, on commence localement avec cette affaire d'immigration qui a beaucoup d'informations. Il faut rappeler qu'on émet depuis la Chambre de commerce de Montréal-Nord. C'est là où se trouvent les studios de InTexto. Cette émission vous est apportée tous les matins de Montréal-Nord depuis la Chambre de commerce de Montréal-Nord, Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord, à Montréal-Nord, sur le boulevard Léger. Alors, vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, 17 avril, ce sont les commentaires qui arrivent maintenant. Est-ce que tu savais, Jean-Étienne, comment ça se passait, le processus d'expulsion d'un immigrant? Non, ça, je ne peux pas vous donner beaucoup de détails. Je ne suis pas un expert là-dessus. Ce que je sais qu'il y a des cas différents par rapport à un autre, mais j'aimerais bien t'entendre sur la processus. J'ai bien compris les explications de Mme Roby de l'Agence des services frontaliers du Canada qui dit, écoutez, des dossiers comme ça, c'est confidentiel à la personne. Oui, on est d'accord. N'importe qui, n'importe quel quidam ne va pas appeler Revenu Canada pour donner des détails demander des informations sur combien est-ce que tu gagnes, les informations sur toi. Non, tout ça c'est confidentiel, je comprends. Mais ce que je ne comprends pas, et j'ai posé la question à Mme Roby, advenant que la personne est expulsée comme Lucie Granados vers le Guatemala, son pays d'origine, son dossier, est-ce que cette personne-là a toujours un dossier auprès de Immigration Canada, puisque la personne n'est plus sur le territoire. Ça, c'est peut-être François qui pourrait nous apporter des précisions là-dessus. Demain, il va sûrement nous en parler. Mais ça, je n'ai pas compris, mais Mme Roby nous a clairement dit que, dès que vous avez un dossier à Immigration Canada, le dossier reste... Je pense que ce cas, c'est un cas vraiment particulier dans le sens où ce cas a été vraiment médiatisé. Et j'imagine, comme responsable de communication, on hésiterait vraiment à se lancer sur quelque chose de ce genre. Quand on sait qu'il y a beaucoup de groupes de pression qui essaient de garder, qui essaient de protéger cette dame, un comportement comme ça, comme responsable de communication, moi qui a fait la communication pendant 7-8 ans, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant d'essayer de garder le maximum possible des réactions sur des cas sensibles comme ça au niveau de la presse,
question justement d'éviter de dire des choses que les gens vont interpréter d'une façon ou d'une autre. Et ça pourrait, encore une fois, attirer des vagues de critiques sur le gouvernement ou sur sa façon de gérer tout ça. C'est vraiment pas étonnant de voir des responsables de communication qui évitent, pour des sujets assez sensibles comme ça, de donner des précisions. La communication, c'est pas le journalisme. Hein. La communication, c'est le contrôle absolu de l'image. Absolument. Ça, il faut bien le préciser. Le journalisme, on dirait c'est l'inverse. On veut rendre public tout ça. Exactement. Ouais. Donc, si vous comprenez bien ces métiers-là, qui ont des points communs à certains niveaux, qui se rencontrent souvent, il faut être compréhensible que les gens ne veulent pas donner des détails, surtout sur un sujet assez sensible comme ça. Haïti, c'est la situation sécuritaire. Haïti est-elle vraiment sécuritaire, comme l'a affirmé le Premier ministre Jacques Lafontaine? En tout cas, ça a l'air que non, selon plusieurs réactions, et pas des moindres. On a entendu des sénateurs au niveau politique là, qui réagissaient, ça. On pouvait justement dire c'est parce qu'ils sont contre Jacques Lafontaine. De toute façon, ils seraient toujours contre les déclarations du Premier ministre parce qu'ils sont en face de lui. OK. Mais là, même s'il a un chapeau politique aujourd'hui, là, parce que c'est un ancien candidat à la présidence, il a quitté la police nationale, mais il n'a pas parlé politique hier. Mario-André Sol. C'est qui Mario-André Sol? C'est un ancien militaire, un ancien officier de l'armée, et qui s'est converti dans la police nationale et qui a dirigé la police nationale en 2 occasions. Oui. OK? C'est pas n'importe qui, là. Un ancien chef de la police devrait minimalement savoir de quoi il parle. Oui, en principe. Et c'est un spécialiste en matière de sécurité. Il n'intervenait pas comme politicien qu'il est aujourd'hui. C'était un technicien, en principe, qu'il fallait voir dans son intervention. Qui disait, et qui ne tapait sur personne, mais qui disait que d'année en année, ces gangs-là sont toujours liés à des partis politiques ou des dirigeants politiques, tout simplement, qui sont au pouvoir. Mais il avait l'air de dire aussi, Jean-Étienne, que cette fois, dans la situation qui nous préoccupe, là maintenant, à Grand Ravine et Martissant, il n'y aurait pas de ramification politique. Avant de commenter les points de vue techniques de Mario-André Sol, j'aimerais juste faire un petit commentaire par rapport à la position même que le Premier ministre a pris quand il explique que Haïti, c'est un pays sécuritaire. D'abord, je dois souligner que ce n'est pas la première fois que tu as des autorités dans des situations comme ça, alors que tout le monde voit que ça ne marche pas, mais lui, il est tranquille, te dit... ça marche, c'est normal, comparativement à X ou à Y, il avance ses données, faire des comparaisons avec d'autres pays et dans la région, etc., pour justifier qu'il y a de la sécurité en Haïti, alors que la réalité, pour non seulement des experts ou des gens qui sont un peu dans la communauté, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. En réalité, Jacques Lafontaine n'a pas dit tout faux. Okay? Parce que la situation sécuritaire, en termes... Quand vous prenez les statistiques par rapport à la Jamaïque, ça n'a rien à voir avec Haïti, là. Le Honduras, par exemple, ou la Jamaïque. Mais la Jamaïque, le Honduras n'ont rien à voir avec Haïti, pas seulement au niveau sécuritaire. Non, il y a d'autres données. Mais justement... C'est plus grave, justement. Mais le problème, c'est que dans un contexte actuel et précis, dans un contexte donné, le contexte actuel... ne commanderait pas au Premier ministre de faire de telles déclarations. Parce que dans l'opinion publique, là, actuellement, avec la situation qui se développe à Grand Ravine, vous ne pouvez pas... il n'a pas menti, Jacques Lafontaine. C'est vrai. C'est vrai par rapport à quoi? C'est vrai que Haïti est sécuritaire. Il y a beaucoup plus de cas d'insécurité à la Jamaïque qu'en Haïti. Mais c'est quoi la comparaison? Il n'y a rien à voir. Tu as, par exemple, un jeune journaliste qui est disparu. On est d'accord que... On ne peut même pas donner... la disparition d'un homme, c'est la disparition de tout homme. On est d'accord. Les gens s'entretuent. Écoute... La semaine dernière, on a diffusé des gens de Grand Ravine, justement, 3e circonscription, qui prenaient la rue, qui identifiaient les bandits. C'est un tel qui nous empêchait de vivre. Et on demande à la police de faire les choses.
Ah ben, écoutez, au Brésil, là... Mais il n'y a pas de comparaison possible. On n'a même pas on n'a pas la même population que le Brésil. On n'a pas le niveau de développement. C'est deux réalités différentes. Ce que je veux dire, l'erreur du Premier ministre, dans le contexte actuel, c'est d'avoir évoqué des statistiques qui sont vraies, en passant. Mais l'opinion publique ne comprend pas cette déclaration-là et ne va pas... démêler tout ça pour dire le Premier ministre il a raison, côté statistique c'est la vérité. Mais on a une situation où il y a des activités de gang. Je vais te donner un exemple. Vous ne pouvez pas faire de telles déclarations. Quand tu fais des déclarations comme ça, prendre les données comme ça, il faut les mettre dans leur contexte aussi. Je vais te dire une chose par exemple. Mais c'est ce qu'il n'a pas fait. Mais je vais t'expliquer. Si tu prends par exemple la persécution des chrétiens, quand tu parles des persécutions des chrétiens en Chine, on parle d'une minorité, alors qu'on parle des millions de chrétiens comme minorité, parce que justement, la population chinoise, par rapport à ce qu'elle représente, cette minorité-là qu'on parle, c'est des millions. C'est la même chose. Quand tu vas dans un autre pays, il faut voir les choses dans sa globalité. Ne me dis pas qu'il y a 10 personnes tuées je ne sais où. En Haïti, on a 1. Mais comparer la réalité globale, c'est quoi la situation socio-économique qui est intimement liée à la sécurité, c'est quoi la population, c'est comme ça que tu peux vraiment faire une comparaison réelle. Mais ne prends pas les chiffres, dis, OK, ici on a une demi-personne tuée, là-bas ils ont 50 et puis pour ça c'est bon. Non. Non. Tu comprends? Moi, je suis pour qu'on règle cette question-là, comme par exemple la disparition du journaliste. Et j'ai entendu hier... Pour qu'on règle cette question de gang aussi. J'ai entendu hier des citoyens dans un reportage de Caraïbes qui disent on comprend pourquoi le Premier ministre pense que Haïti est un pays sécure, parce que lui, quand il se déplace, il a toute une bande avec lui, ses voitures blindées, sa famille aussi. Nous, on est dans la rue, on est comme ça, on n'a aucune protection. Il aurait fallu qu'on refasse une définition de la sécurité. Encore une fois, et il n'a pas menti côté statistique, mais il n'aurait pas dû en parler. Il aurait dû aborder et affronter la réalité par rapport aux gangs de Grand Ravine, manifestations et disparitions du journaliste, et expliquer qu'est-ce que le gouvernement et la police comptent faire pour régler cette situation, parce que c'en est une à régler. Là-dessus, on pourrait bien encourager l'entourage de communication du Premier ministre de l'aider un peu à mieux préparer. Si on le prend dans l'angle où tu dis que c'est vrai, mais il n'aurait pas fallu, c'est pas le bon moment de parler de ça comme ça. C'est un travail de communication, définitivement, qui devait se faire. Non, les politiciens en Haïti n'ont de conseillers qu'eux-mêmes. Les postes de porte-parole, de responsable de communication, ça c'est du blablabla. Ils n'écoutent vraiment personne et puis bon... Je te prends très au sérieux. Ben oui, je suis sérieux. Je suis sérieux. Ils n'ont de conseillers qu'eux-mêmes. Pourquoi engager des gens et leur donner de l'argent comme communication si vous l'écoutez? Ça c'est la façade. Hein? En tout cas... C'est pas facile. C'est entre eux. C'est pas facile. Parce que ils comprennent pas comment ça fonctionne. Qu'est-ce que tu peux dire maintenant par rapport à telle ou telle situation et qu'est-ce que tu ne peux pas dire? De toutes les façons, on va laisser aux auditeurs vraiment de faire une idée de la situation en Haïti par rapport à l'ensemble des informations qui nous arrivent, que ce soit du gouvernement ou des simples citoyens. Mm-hmm. Mais ce qui est... encore de mise en Haïti, il faut vraiment se protéger, sois prudent parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer à n'importe moment. Il peut y avoir des problèmes. On arrive à la fin de cette émission. Il est 7h57, Jean-Étienne. On a... On a livré la marchandise. Alors, vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. C'était le magazine Nos Nouvelles avec Jean Numagoudou et Jean-Étienne Dorsan. Ça a été un plaisir. On est le mardi 17 avril. On était sur Facebook et on va être en différé sur WhatsApp et YouTube. Et finalement, il va falloir qu'on lance la radio. Oui, ça va venir bientôt. On commence avec la web radio qu'on veut mettre sur pied.
ça va être intéressant aussi. Oui, définitivement. Comme ça, on pourra avoir une reprise de cette émission dans l'après-midi sur la radio directement. Sur nos interviews, on peut les diffuser aussi. Les diffuser en direct sur la web radio. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, merci. Au revoir demain. Bonjour à vous tous qui a beaucoup partagé les lives que j'ai mis en ligne. Merci et à bientôt.